Il y a quelques semaines, je suis allé voir ce film The Apprentice. Il se concentrait sur la jeunesse de Donald Trump. Ce jeune homme pourrait être le symptôme des pires facettes de son pays, son inconscient révélé. Mais c'est une facilité de dire ça. La personnalisation est un piège. Un pays entier ne s'incarne jamais dans un homme ou dans une élection. Donald Trump contre Joe Biden, puis Donald Trump contre Kamala Harris. Ça sonne tonitruant comme l'annonce d'un combat de boxe. On veut de l'haletant, du sanglant, des coups bas bien dégueux. On va en manger du bien contre le mal. Des punchlines et des tweets furieux pour alimenter les médias qui caressent leurs spectateurs dans le sens du poil. Mais que cache cette mise en scène de blockbuster bourrin ou de télé-réalité, avec des gros titres du genre « Il l'atomise » ou « Elle l'anéantit » qui font le buzz? Que représentent ces candidats de plus en plus caricaturaux ou creux, vendus comme des paquets de lessive sous des slogans qui claquent? Comment en est-on arrivé là? Le sort de l'Amérique est prémonitoire d'une autre. L'élection américaine sera scrutée partout dans le monde. Cette nation est le cœur d'un empire dans lequel on a tous grandi. Les enfants du rock ou du rap, la clope au bec comme James Dean, déguisés comme des icônes qu'on passe notre temps à vénérer, d'Elvis à Taylor Swift. Ça dit quelque chose. On a appris à décoder le monde avec une grille américaine. C'est leur grande victoire symbolique et culturelle. Nous sommes colonisés par ces vainqueurs de l'histoire et par leur représentation. Mais c'est quoi exactement l'Amérique? Quelle narration on nous impose? Avec quel fil on nous manipule? Avec quelle propagande? Et où est le peuple sous les fake news? Là-bas aussi, les gens sont en colère. Ils se radicalisent car le miroir qu'on leur tend est déformant depuis longtemps. Des luttes syndicales effacées des livres d'histoire à la prise du Capitole, découvrant 3 docs qui montrent une société piégée par ses mirages et combattant ses démons. Il y a un livre qui a bouleversé ma conception du monde et créé un électrochoc politique. Je ne sais plus exactement comment j'en suis venu à connaître Howard Zinn, mais j'ai lu à 20 ans à peine son Histoire populaire des États-Unis. Je me souviens d'un changement de paradigme. Ce n'étaient plus les gentils contre les méchants, les cow-boys contre les Indiens. Zinn racontait les oubliés, les luttes ouvrières et syndicales, le capitalisme américain et son identité fondée sur l'esclavage, le génocide des peuples autochtones et la ségrégation des Noirs. Une société par essence inégalitaire dont les dirigeants assuraient la continuité dans une forme de consensus. Les clivages n'étant bien souvent que des illusions pour masquer l'injustice. Christophe Colomb n'était pas le découvreur d'un nouveau monde, mais l'éclaireur de Colomb qui allait asservir des civilisations entières. L'Amérique sera pour toujours travaillée par ce péché originel. Howard Zinn a été un jeune soldat d'origine modeste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il en a été témoin. Il a grandi dans une famille d'immigrants juifs, a été témoin des peines de son père pendant la Grande Dépression. Ça lui a donné une conscience de classe. C'est comme ça qu'il s'est forgé et c'est ce que son travail nous transmet. À partir de sa propre histoire, Howard Zinn va raconter l'histoire des oubliés de l'histoire. Il sera de toutes les luttes de son temps. De la lutte pour les droits civiques des Noirs à la lutte contre la guerre du Vietnam, jusqu'au refus de la guerre en Afghanistan ou en Irak. En 1980, Howard Zinn publie Une histoire populaire des États-Unis qui va révéler aux Américains une partie de leur histoire ignorée par eux-mêmes. Une histoire populaire des États-Unis a été interdite dans les écoles publiques de Tucson, dans l'Arizona, en 2012. Et dans l'Indiana, en 2013, le gouverneur Mitch Daniels, président de l'université de Purdue, a lancé une croisade contre l'enseignement du livre de Howard Zinn. Son livre est en effet une bombe. On voit bien pourquoi on veut lui faire barrage. Il instaure un autre récit. Il raconte les humiliés et les offensés, les ombres ouvrières qu'on voit sur les échafaudages des buildings en construction, les immigrants qui arrivaient en masse sur l'île de Ellis Island, au pied de la Statue de la Liberté dont le message les accueillait, ces mains qui ont fait l'Amérique. Et pourtant Zinn est l'un des seuls à leur rendre hommage. Entre 1900 et 1920, plus de 14 millions d'immigrants débarquent aux États-Unis. Ils viennent de toute l'Europe, de Russie, d'Irlande, d'Allemagne ou de l'Empire austro-hongrois, comme les parents de Howard Zinn. Ils fuient la misère, ou la guerre, ou le racisme, ou l'intolérance religieuse. À toute la misère du monde, le nouveau monde ouvre ses bras. Mais surtout l'industrie qui se développe
recherche une main-d'œuvre pas chère, facilement exploitable, hommes, femmes, enfants, facile à diviser, facile à utiliser contre ces satanés syndicats ouvriers qui exigent de travailler moins de 12 heures par jour avec leurs grèves qui ruinent le pays et qui empêchent ceux qui veulent travailler de travailler. Voilà, c'est ça l'obsession primordiale. Il faut travailler sans trêve et la machine industrielle est un ogre à destin. Les gens deviennent les rouages de ce grand rêve. L'important, c'est la grandeur du Titanic, pas ceux qui alimentent ses chaudières. Le niveau supérieur de Métropolis, plutôt que ceux qui triment dans les bas-fonds. On les oublie, on les efface de la légende. Ils n'ont pas intérêt à se manifester ou ils seront immédiatement remplacés par d'autres, venus se briser les chines au pays de toutes les opportunités. C'est comme ça qu'on a vendu la terre promise. Ce fameux rêve américain qu'on rafistole sans cesse depuis la naissance de cette nation. Et c'est ce qui attire les pauvres, des 4 coins du monde. La promesse d'un avenir pour tous, d'une terre généreuse et accueillante. Pourtant, depuis les pères fondateurs, la loi ne fut pas écrite pour le plus grand nombre, mais au service des hommes blancs, riches, qui en sont les auteurs. In the United States, there's never been a recognition of class conflict, class struggle. The culture and the dominant elites in the United States and the media, they've always succeeded in creating a kind of ideology of we are one happy family. We are, you know, the U.S. Constitution starts off, we the people of, you know, of course it wasn't we the people who established the Constitution, it was 55 rich white men. On a compris, l'intérêt général n'existe pas, mais la fiction est commode. Elle permet de créer de toutes pièces une identité nationale qui effacerait la lutte des classes. Et toute l'histoire américaine est orientée dans ce sens. Leur révolution, par exemple, visait avant tout à s'émanciper de l'Angleterre et pas à donner le pouvoir au peuple, comme c'était le cas en France. Et ce n'était pas un grand élan enthousiaste. On a dû engager de force les plus humbles pour combattre au nom de ce nouvel empire. Les nombreuses mutineries dans l'armée de George Washington sont passées sous silence. Il faut faire passer à tout prix l'enthousiasme irrésistible et puis la grandeur. En Amérique, un cireur de souliers peut devenir milliardaire. La propagande a génialement réussi à imposer cette croyance. En vérité, aux États-Unis, les pauvres, pour la plupart, restent pauvres et les riches, pour la plupart, deviennent de plus en plus riches. Les héros de cette épopée seront les grands patrons, ces modèles de l'Amérique, partis de rien et parvenus au sommet de la gloire et du pouvoir. Leurs historiens oublient seulement que ces fortunes se sont souvent développées avec le soutien de la puissance publique. Cette dernière idée est fondamentale, avec le soutien de la force publique. Le pouvoir n'est là que pour soutenir les grandes fortunes et les avantager. Seul le profit compte. Le reste, on l'oublie. On abreuve les masses de mensonges pour garder le pouvoir. On leur vend du rêve au sens propre. Des lendemains qui chanteront juste plus tard, si on s'en donne la peine. Mais bien peu d'exemples de cireurs de chaussures devenus milliardaires me viennent à l'esprit. Pourtant, le mythe de l'underdog ou du challenger continue de fasciner. La misère a toujours le même visage, exploité avec le dernier des cynismes par une caste unique. Riche par la volonté de Dieu, les ouvriers travaillent et produisent à une cadence infernale. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Évidemment, la police tire dans la foule et fait des morts aux premières manifs. Elles sont infiltrées par des syndics à la solde des milliardaires. La guerre rampante contre les syndicats commence dès la fin du 19e siècle. On organise des exécutions publiques à valeur d'exemple. Le visage de l'oppression est partout le même, pour que n'émerge pas de conscience de classe, pour que les plus insoumis prennent peur et rentrent dans le rang, et que les affaires reprennent. Pourtant, des visages s'imposent comme des boussoles dans cette mémoire empêchée, et c'est aussi de cela dont Howard Zinn se charge de conter l'histoire. 1912, Lawrence, Massachusetts was an unusual event in the history of labor struggles in the United States.
unusual because it followed a whole series of strikes and struggles which were lost by the workers. In Lawrence, Massachusetts, the workers won their strike, even though the workers were poor immigrants, women, and divided by a dozen languages. But they were helped by the labor union IWW, Industrial Workers of the World, which believed in bringing all workers together. L'union, celle qui fait la force, celle qui dénonce les conditions terribles et la mortalité des enfants. Zine dévoile ce qu'il y a sous l'apparence du progrès. Les galériens sacrifiés sur l'autel de la sacro-sainte croissance. Ici, chacun est remplaçable. Pourtant, la solidarité s'organise. Et les luttes perdurent, se sont généralisées, internationalisées. The stories of these struggles are not told in American schools or in American textbooks. Most Americans, even workers today, have never learned that history. For instance, I was in Lawrence, Massachusetts a few years ago. I found that the people in Lawrence, Massachusetts did not know about the history of that strike. That's why I considered it very important in my book to tell the story of these labor struggles in American history. Dévoiler cette histoire ouvrière, c'est raconter une domination, l'hégémonie des riches, qui n'a jamais cessé. Le salariat n'est qu'un héritage plus raffiné de l'esclavage. Je suis témoin, une énième fois, de l'extrême violence avec laquelle le capitalisme impose son seul récit. Et il est beaucoup plus sanglant qu'on ne le pense. Abraham Lincoln described wage labor as not very different from slavery. The only difference is with wage labor, it's not permanent. Slavery, it's permanent. Now, it's taken a lot of effort to drive these thoughts out of people's minds because those are very natural ideas. In fact, if you look back at the United States has a very violent labor history, much more so than Europe. Hundreds of American workers were being killed when nobody was being killed in Europe. And when there were developments of socialism and democracy, they were crushed by force. Écrasés par la force, en effet. Et de ces massacres, nulle trace dans notre éducation. Howard Zinn veut combler ce silence. Il ravive la mémoire de ces gens, souvent impitoyablement écrasés par des milices privées ou par la garde nationale. L'Amérique a, elle aussi, son lot de Gavroche. Puisqu'on vient de voir Chomsky, évoquons la complicité régulière des médias dans la répression. Les journaux encouragent régulièrement les mesures fortes contre les ouvriers. Ça aide à enraciner dans l'opinion la certitude qu'aucune révolte ne saurait aboutir. Il faut mieux se tenir tranquille et laisser faire ceux qui sont à la barre du pays et qui savent certainement comment régler les choses. Une seule solution, la guerre. One way of dealing with the opposition is by going to war. And when you have a war atmosphere, you're in a position to suppress the opposition. That's what happened in the First World War. Before the First World War, there was a powerful socialist movement in this country and a radical trade union movement, the IWW. But when the government went to war, when Wilson took us into the European war, it would create an opportunity for him to crush the socialist movement and the IWW. Il faut détruire le mouvement ouvrier. Telle est l'une des grandes raisons de la guerre, pour que le bruit des bombes couvre celui des controverses. On va se battre pour la liberté, la démocratie ou bien contre le terrorisme. Mais la Première Guerre mondiale fut une merveilleuse aubaine pour les capitalistes. Tout était simplifié. En Angleterre, Bertrand Russell est chassé de l'université, interdit de territoire et finalement emprisonné pour ses activités pacifistes et son soutien aux objecteurs de conscience. En Allemagne, Rosa Luxembourg est emprisonnée pour incitation à la désobéissance. En 1915, depuis sa prison, elle écrit « La guerre entre les nations est venue imposer la lutte des classes, le combat fratricide du prolétariat, massacre d'une ampleur sans précédent. » La boucherie énorme attisera les convoitises et les opportunités. Les profiteurs de guerre seront les grands industriels américains. L'Amérique devient l'usurier des autres pays. Et le but de son entrée en guerre sera d'être
rembourser. Je dois être naïf, mais j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Le président Wilson disait « Il est des nations trop fières pour se battre ». Et puis, il a ravalé sa fierté et il a engagé les États-Unis officiellement dans la guerre en avril 1917 en déclarant « L'Amérique doit donner son sang pour les principes qui l'ont fait naître ». Il est plus discret sur les 2 milliards de dollars de l'époque avancés par les États-Unis au pays de l'Alliance. Cette énorme dette ne sera jamais remboursée si l'Allemagne, avec ses sous-marins, gagne la guerre. Pour profiter de cette manne, la guerre doit durer, et pourquoi pas devenir permanente, comme une psychose entretenue au fond de chaque conscience. La peur rend les gens manipulables et dociles. Alors on va orienter les émotions, par la publicité et par les informations. Manufactured a will of the people for a very short time, right after the war started, as governments are able to do right after the beginning of an armed conflict. You know, they're able to create an atmosphere of war hysteria. And so for a short time, they captivated the minds of the American people. On aspire, au bout de ce doc, à sortir de l'hypnose collective, des grandes causes et des grands principes qui nous enfument. On devrait s'émanciper des figures tutélaires qu'on nous impose. Je rêve que cette histoire populaire entraîne des vocations, des gens du peuple qui prendraient leurs affaires en main et s'élèveraient par le quotidien contre la résignation et le cynisme. Il faudrait inventer une nouvelle manière de faire la politique. Ça a l'air innocent dit comme ça, presque candide. Mais les élans les plus sincères et peut-être même les plus intègres peuvent commencer comme ça. On nous a fait croire qu'entrer en politique c'était compliqué, alors que c'est souvent du bon sens. On aimerait juste que l'histoire ne se fasse pas sans nous, que les vieilles idées ne se déclinent pas sans cesse avec des nouveaux visages. Tous les électeurs ont ce fantasme. Je l'ai aussi quand je vois ces professionnels de la politique que j'ai toujours connus tenter d'être encore pertinents. Un visage s'est imposé aux États-Unis, celui d'Alexandria Ocasio-Cortez. Pour une fois, on a eu le sentiment d'une parole réelle, qui était l'interprète des préoccupations d'une partie de sa génération. On est habitué aux produits des grandes écoles, fabriqués à la chaîne et qui produisent tous la même doctrine. Des démocrates du centre, timorés, qui singent les manières du peuple d'une manière malaisante pour conserver leur place au pouvoir. Ce second doc, Cap sur le Congrès, disponible sur Netflix, raconte cette nouvelle vague de politique plus proche du terrain, aux revendications plus affirmées et plus concrètes. L'espoir et l'étincelle viendront sans doute de cette radicalité progressiste. 2018 est une année de renouveau. Des novices et des nouveaux venus se présentent au Congrès. À la différence de beaucoup de leurs prédécesseurs, beaucoup sont des travailleurs et viennent d'en bas. Être serveuse peut préparer à tout, à affronter les situations les plus dures, à avoir une expérience directe de la réalité. People don't see waitresses as having a quote-unquote real job. But my experience in hospitality has prepared me so well for this race. I'm used to being on my feet 18 hours a day. I'm used to receiving a lot of heat. I'm used to people trying to make me feel bad. They call it working class for a reason, because you are working non-stop. Travailler non-stop. Peu de politiciens ont l'expérience de ça, d'être une bête de somme. Peu ont ressenti l'âpreté des grèves et des luttes ouvrières. Ils les surplombent. Les dirigeants souvent s'adressent au peuple comme un adulte à un enfant, comme un patron à son employé. Le rapport de force part de là. Every political machine has a leader, and the most powerful of them are known everywhere as the boss. In Queens, that's Congressman Joe Crowley, chairman of the County Democratic Committee, and also the chairman of the House Democratic Caucus, making him the fourth most powerful Democrat in Congress. What we're talking about is better jobs, better pay, and a better future. Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years, until now. Il faut avoir ce courage. Défier ceux qui se croyaient préservés, privilégiés de droits divins. Le changement, le vrai, vient toujours par le bas, des oubliettes. Les puissants, bien à l'abri de leurs certitudes, ne le voient pas venir. Il suffit que l'argent continue d'affluer dans leur sens pour effacer les préoccupations de leurs concitoyens. Pourtant, sans faire de bruit, des nouveaux chemins se profilent.
The idea is to provide an alternative path to Congress outside of the current one that exists. Right now, we have a path through lobbyists and through special interest groups. Right now, our Congress is 81% men. It's mostly white men. It's mostly millionaires. It's mostly lawyers. Most people in there, they're just trying to figure out how to keep their job and win their next election. That's not the thinking that's going to fix climate change or mass incarceration or these giant problems that are facing us. Cette nouvelle génération s'attaque aux vrais problèmes. Ça pourrait paraître présomptueux. De quel droit? Sur quelle légitimité? On est tellement habitué à abandonner le pouvoir à d'autres qu'on ne sait plus comment y jouer un rôle. Et l'inaction, l'abstention et la résignation ne servent que ceux qui nous dirigent. L'indifférence et le désintérêt sont les plus beaux atouts de la soumission. In the beginning, the fundamental question is like, why you? Why do you think you can do this? The reason why was because nobody else would. So literally anybody could, right? Because the alternative is no one. En effet, peu d'élus vont sillonner les rues pour décrire la détresse des villes, l'état de santé problématique des Américains, leurs difficultés à boucler les fins de mois. Pendant que les journaux télévisés titreront sur les batailles d'ego qui s'excitent dans leur petite bulle, on ne verra pas les industriels dévaster la nature, raser les montagnes ou empoisonner l'eau. Ces nouveaux arrivants en politique tentent de briser ce silence, de ne plus être à la marge. We've been collateral damage. People have seen West Virginians as we don't have no teeth, no shoes, and no brains. I just think they underestimate us. At the end of the day, we're going to fight for each other. They need to know that. We're coming out of the belly of the beast kicking and screaming. Les jeunes candidats sont mécaniquement invisibilisés, condamnés à l'exploit pour se faire entendre. Il faut être prêt à s'investir totalement et à tout risquer. Le renoncement à ce titre se comprendrait aisément, parce que chacun tient à préserver sa famille, son emploi, tout ce qu'on échafaude péniblement pour avoir une vie. Il faut vraiment une raison immense pour sortir de l'apathie. This is the district where Mike Brown was murdered. I only live 6 minutes from Ferguson. Chaos in the streets of Ferguson, Missouri. Crowds furious over the police shooting of unarmed black teenager Michael Brown. It was like a battle zone at home. I took to the streets to lend a hand as a nurse. What I was wanting to see was justice happen. It didn't happen, so I just kept going back again and again. La justice doit retrouver son sens, quand manifestement elle ne fonctionne plus correctement. La police, censée protéger et servir, fait exactement l'inverse. Après la mort de George Floyd, on en a eu un rappel violent. Un racisme systémique règne aux États-Unis. Loin d'être cette terre d'accueil légendaire où les masses, entassées ailleurs, viendraient ici respirer librement. Ici, elles ne font que servir les intérêts de quelques dynasties régulièrement élues dans des citadelles imprenables. Contre ce grand système, le seul recours, c'est de se servir d'exemples concrets. Cortés et ses semblables n'utilisent pas les éléments de langage de leurs aînés. Ils proposent des mesures. Ils sont le symbole d'une nouvelle manière de s'engager et de s'investir, plus activiste, plus ancrée. Je les regarde et je comprends leurs raisons. Ça change tout. Democrat Joe Crowley is leading the fight against Donald Trump. There is nothing about the path forward here. Trump 3 times, commitments 0 times. One of these core issues with the Democratic establishment is that their consultants are garbage. They're losing. Oui, les vieux démocrates perdent, car ils s'enlisent dans une guerre contre un ennemi choisi et commode tant il est caricatural. Ça évite de penser les caricatures. Ils se reposent sur leurs vieux lauriers et leurs vieux réflexes, probablement inchangés depuis Kennedy. Des vieux boomers qui ne veulent pas voir que le monde a changé et qu'ils sont largués, et que de moins en moins de gens se reconnaissent en eux. Ils ne sont pas descendus de leur piédestal. C'est peut-être la seule force de Trump. Il a saisi l'urgence, il a saisi la rage. L'establishment démocrate sous-estime le degré de détestation que leur campagne hors sol et abstraite provoque. Pour devenir populaire, il faut être un personnage marqué, presque clivant,
plutôt que cette eau tiède. Et ça, Alexandria Ocasio-Cortez l'a parfaitement compris. Elle a tout pour imposer un nouveau récit. Elle s'impose contre la fatalité à laquelle on l'a condamnée. Can you put it into words? Nope. I cannot put this into words. All right, your supporters here are very excited for you. This is a grassroots campaign. It absolutely the numbers was. that you're seeing right now. I cannot believe these numbers right now, but I do know that every single person here has worked their butt off to change the future of the Mais quelque chose d'autre se joue. Une fable à la Monsieur Smith au Sénat. Une histoire à la Capra à laquelle on aurait tous envie de croire. C'est-à-dire une fille partie de rien qui vient imposer ses vues dans la maison du peuple. Le retour du bon sens dans les sommets de l'État. Un peu comme le discours de Gabin à la fin du film Le Président. Se dire que parfois ça arrive et s'en émouvoir très fort. Avoir envie de reprendre ses droits sur cette maison qui est la nôtre. When I was a little girl, my dad wanted to go on a road trip. We stopped here. And it was a really beautiful day. He leaned down next to me and he pointed at the Washington Monument and he pointed at the reflecting pool and he pointed at everything and he said, you know, this all belongs to us. He said, this is our government. It belongs to us. So all of this stuff is yours. Ce poignant, cette maison nous appartient, prononcé par Alexandria, d'autres vont le hurler avec rage. Depuis longtemps, ça monte. Depuis les années 80, où les républicains les plus extrémistes ont peint le tableau d'une Amérique menacée par des hordes d'étrangers criminels. Le slogan, pour rendre sa grandeur à l'Amérique, date de Reagan. Trump ne fait que recycler et jeter de l'huile sur le feu de vieilles psychoses. Les gens subissent des fake news, un mensonge, s'il atteint une audience assez grande, peut devenir une certitude. Sans doute est-ce dû au fait que nous vivons tous dans une bulle qui nous conforte. C'est ça qui met la démocratie en grand danger, l'absence de dialogue et de contradiction, la volonté d'effacer toutes les aspérités, d'être tous ensemble dans une pensée à l'unisson, une forme d'idéal fasciste. Une opinion devient une foi, impossible à remettre en cause. Les conséquences sont bien réelles et peuvent se muer en coup d'État. C'est ce qu'on voit au plus près dans ce dernier doc consacré à l'assaut du Capitole et disponible sur Arte. Donald Trump, plutôt que de concéder sa défaite et de s'incliner devant les résultats de l'élection de 2020, va à son habitude attaquer, prétendre qu'il s'agit là d'un vol électoral, initier une épreuve de force et une logique insurrectionnelle. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore, and that's what this is all about. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Vous devez vous battre, sinon vous n'aurez plus de pays. Quand on entend ça, on entend une menace pressante, vitale. J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais il faut vraiment écouter Trump, pas ceux qui le ridiculisent. Parce que comme le disent tous ses fidèles, ce qu'il dit, il le fait. Et c'est ça qui est terrifiant. Cette absence totale de filtre et de surmoi. La foule, furieuse et galvanisée, passera avec lui toutes les bornes. Les émeutiers réussissent à franchir les dernières barrières. Peu à peu, ils prendront le contrôle de 8 points d'accès. Let's go, you guys Robert Moore, correspondant à Washington de la chaîne britannique ITV News, s'est mêlé à la foule. Sur place, il ne voit aucune trace des équipes de tournage de la télévision américaine. La situation très chaotique n'est pas sans danger. Happy to go? And I'll turn around and pivot behind me, yeah? Je me souviens de l'impression que produisaient ces images en direct. Les trolls des réseaux sociaux se traduisaient dans la réalité. La perplexité. Que cherche-t-il et à quelle fin? Qu'est-ce que cette rage décomplexée, presque carnavalesque, peut produire? Sans doute une hausse de notre seuil de tolérance à l'improbable. On devient de plus en plus insensible à l'abject. On le tolère. Les représentants du peuple ne sont plus ni crus, ni respectés par une bonne partie de la population. Là où la rhétorique de Trump est aussi habile que dangereuse, c'est qu'il appelle à une vengeance et incite au chaos,
à cette attaque paradoxale, un peu éberluée d'en être une. Peu après 14 heures, les premiers insurgés pénètrent dans le bâtiment. À ce moment-là, la foule des protestataires se scinde clairement en deux parties. Les meneurs qui attaquent et sont ouvertement violents, et les manifestants qui suivent le mouvement. Certains s'engouffraient à l'intérieur, forçaient les portes et faisaient signe aux autres de les suivre. Venez, la visite du Capitole est gratuite aujourd'hui. Les assaillants se filment et se vantent sur tous les réseaux, inconscients de commettre un acte séditieux, pris dans leur propre fiction. Inconséquents comme on peut l'être dans un monde virtuel où rien n'est condamnable. Ils confondent liberté d'expression et mutinerie. Et ça se transforme en champ de bataille. La chambre est évacuée, dans les couloirs étroits on se presse, on pousse des hurlements, et ça ressemble à un film de zombies. Dans un premier temps, les députés, journalistes et policiers du balcon sont pris au piège. Ils ne savent pas quelle porte emprunter sans se mettre en danger. En voyant les sénateurs se faire exfiltrer de l'autre côté, les assaillants deviennent de plus en plus agressifs. Il est 3h moins 20 et Ashley Babbitt, une vétérane, tente de forcer un barrage. Je me demande pourquoi cette femme se fait tuer. Pour Trump, ça dit aussi quelque chose de l'Amérique, ce coup de feu, cette guerre froide rampante entre deux camps inconciliables qui se voient chacun comme le mal absolu. Attiser ces rivalités est une faillite morale. Le résultat ne peut être que celui-là. Quelque part, c'était sans doute la raison pour laquelle les suprémacistes blancs ont infiltré cette foule. Elle leur offrait l'occasion d'une démonstration de force, pour une droite décomplexée, et la violence comme seule réponse. Tordre les valeurs traditionnelles pour qu'elles correspondent à leurs pulsions haineuses. Ils ont essayé de me faire passer de leur côté pendant que j'étais en train de défendre le Capitole. Ils m'ont rappelé que j'avais prêté serment sur la Constitution et juré allégeance au drapeau américain. Juste après, ils m'ont dit que je méritais d'être exécuté, que je leur faisais honte. Par la suite, beaucoup de policiers ont déclaré avoir été victimes d'insultes racistes de la part des insurgés. L'assaut du Capitole, c'est le refoulé quand il affleure. La colère et l'impuissance aussi. Un écran qui se déchire et déverse sur nous tout ce qu'une société peut avoir de pire. Des frustrations matérialisées dans le chaos. C'est ce qui se passe quand on passe des paroles aux actes. Le bilan est lourd et il y a des morts. La victoire de Biden a été proclamée, mais ce moment crée un précédent glaçant. D'incommensurables dégâts à long terme sur une démocratie mal en point. La commission d'enquête s'efforce de recueillir des témoignages dans la sphère de Donald Trump. Des documents présentés comme accablants semblent bien indiquer une volonté de putsch dans le camp de l'ancien président. Quand le commandant en chef des forces armées américaines essaie de changer le résultat du scrutin et de faire déclarer au ministre de la Justice que l'élection est volée, que Joe Biden n'a pas été élu président des États-Unis, il sait pertinemment qu'avec un tel document, et il s'en est fallu de peu qu'il parvienne à l'obtenir, il peut aller voir les généraux et leur dire « Vous avez vu ? Le ministère de la Justice confirme que je suis encore président. Faites ce que vous avez à faire. » C'est un coup d'État. Les républicains ont longtemps joué avec un feu devenu incontrôlable. Évidemment, Trump en est l'expression et le grand responsable. Mais ceux qui ont permis Trump le sont tout autant. Cette manière de toujours tendre le micro aux plus tapageurs, aux plus outranciers. Cette manière également pour ses opposants de lui emboîter le pas, d'adopter sa logique comme un épouvantail bien commode pour se cacher derrière. Alors oui, une élection a lieu aux États-Unis, comme elle a eu lieu en France il y a peu, porteuse d'espoir, d'illusions et de trahison. Parce qu'il est de plus en plus dur de se reconnaître dans l'avenir qu'on soumet à nos votes. J'ai vu dans ces films des envies de s'impliquer, d'être entendu. J'ai vu ces forces contraires et souvent sans nuance se déchaîner là-bas. Ce pays étrange, terrible et fascinant, capable des plus grandes contestations et des convulsions les plus abjectes. Écrire l'histoire de ce peuple sans ses dirigeants qui l'usurpent, en lui vendant de l'espoir ou de la peur. L'Amérique telle qu'on aimerait qu'elle soit, riche de sa diversité et de ses contradictions, hantée par ses blessures et ses imperfections aussi, celle dont on aimerait se réclamer pour de vrai. De Sitting Bull à James Baldwin,
d'Angela Davis à Bruce Springsteen. Rendre à l'Amérique son humanité profonde plutôt que sa grandeur. Alors en attendant les résultats mercredi, merci de vous abonner à Blast si vous le pouvez, et au mois prochain pour le nouveau numéro de Doc Doc Doc.